Donc, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour votre patience pour ce séminaire d'aujourd'hui sur le thème de l'intelligence économique. Euh, Again, welcome everyone. Thank you for your patience for this e-seminar on the new dynamics on business intelligence. My name is Romaric Segla and I will be the moderator of this session. Mon nom est Romaric Segla, je serai le modérateur de cette session. Donc, on va plus trop tarder sur les recommandations logistiques. Euh, Nous allons rentrer dans le vif du sujet et Madame Roselyne va rapidement introduire de nouveau Monsieur Haï. So, we are not going to stay too long in the introduction. I will give the floor to Mrs. Rosalind Segler, and she's going to introduce Mr. I. So good morning, good afternoon, good evening, everyone, depending where you are in the world. I'm glad today to introduce to you Mr. Virgil Ayi. He's an expert in many things, but today we'll talk about the intelligence, the economic intelligence, and I will ask you to really carefully and listen to him. Is very important what he's going to say. You find out that this one can be useful for your personal life. This one can be useful in your business. This one can be useful if you are either employee or employer leader. So this one is useful everywhere in our life. Personally, I thought that I know many things about it, but as I'm speaking with you now, we were preparing this seminar, I found out that you need to update yourself, everyone, to have the good strategic whenever you need it. So, mesdames et messieurs, bonjour. Je dis bonjour à tous ceux qui sont présents à ce e-séminaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous introduire M. Virgile Ayi, qui est scientifique d'origine, mais comme je le dis, il est expert dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il va apporter le chapeau pour nous parler de l'intelligence économique, qui est assez important dans tous les compartiments, tous les contours de notre vie. Vous allez découvrir que ça peut intervenir dans votre vie personnelle, votre mariage et tout. Ça peut intervenir dans votre vie professionnelle et ça peut intervenir dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie de leader, d'employé. Et donc, je dirais que c'est un truc assez important si vous voulez réussir dans la vie. Et moi, je pensais que je savais des choses sur la matière, mais en préparant ce séminaire avec lui, j'ai découvert que c'est une matière où on apprend tous les jours, il faut y apprendre tous les jours pour être très efficace dans ce qu'on fait. Donc, sans plus tarder, je vous remercie pour votre patience. Je laisse la parole à M. Ayi pour nous enseigner ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Roselyne. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et merci de vous être intéressés à notre échange de ce matin pour ceux qui sont en Amérique du Nord et de ce début d'après-midi pour ceux qui sont au Bénin et dans les pays alliés sur le GMT ou GMT plus 1. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous lançons le présent échange et l'intitulé Nouvelle dynamique de l'intelligence économique. Notre présentation d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. L'objectif chez nous est de faire en sorte qu'avec le contexte géostratégique international que nous vivons aujourd'hui, nous puissions démocratiser la question et démystifier la question de l'intelligence économique dont l'importance n'est plus à démontrer, la nécessité et l'impératif pour nos communautés, les individus, les institutions et les communautés, les États et les organisations internationales.
nous avons également décidé de nous adresser à un public parfaitement intéressé, mais qui ne détiendrait probablement pas les arguments ou les éléments qui pourraient permettre d'adhérer à la chose. Donc, il nous faut amener chacun à devenir un sachant, comme l'appellation, comme l'expression s'utilise de plus en plus aujourd'hui, et faire en sorte que nous puissions demain, après-demain et dans les mois à venir, avoir une communauté de plus en plus importante de gens pour qui la recherche de l'information, la gestion de l'information, l'analyse des situations nous amène à une maîtrise, et de cette maîtrise résultera des résultats, et ces résultats sont à partager ou à mettre en application dans plusieurs domaines. Pour ce qui est de ce jour, je voudrais que nous fassions rapidement l'historique. Mais avec l'historique, il faut que nous retenions aujourd'hui que l'intelligence économique a une histoire, et l'histoire remonte aux applications et aux pratiques de défense, donc aux pratiques militaires. Depuis les conquêtes et les échanges commerciaux du temps des rois, des royaumes, que ce soit en Afrique ou en Occident, l'intelligence économique, de par les pratiques de l'époque, de par les comportements et les activités, existait. Et la collecte d'informations était un impératif, la collecte de l'information était nécessaire et plusieurs moyens étaient mis en œuvre. Et au nombre de ces informations, par exemple dans l'Égypte ancienne, c'était les traités d'amitié au-delà desquels ou à la suite desquels il y avait la mise à disposition du royaume voisin de commodités, de bétail par exemple, et ce bétail est accompagné par des gens chargés de s'en occuper. Ce sont ceux-là qui représenteront donc des chevaux de Troie, des sentinelles, chez le voisin, chez l'ami ou peut-être l'ennemi, de qui on souhaiterait avoir des informations. Donc, ces conquêtes ont continué, et avec les différentes étapes, avec la révolution industrielle, ça s'est accéléré, la nécessité de savoir ce que fait l'autre pour asseoir le développement des activités chez soi. Et on a donc le renseignement industriel qui a vu le jour. Le renseignement industriel étant un aspect de l'intelligence, donc de la recherche de l'information économique, puisque si l'industrie marche, l'économie est donc en parfaite santé. Et si nous avons un autre exemple qui a été courant en Afrique, et je prendrai le cas du Dahomey à l'époque, dans le cas du Bénin, où le roi du prestigieux royaume du Dahomey allait donc échanger des services, des noix de palmiste contre des poutres, contre des mortiers, des canons, et en plus offrait en compagnie de belles africaines qui, une fois là-bas, devraient perpétuer l'amitié en acceptant de donner leur main à des princes du royaume qu'on aurait aimé suivre et dont on aurait aimé avoir des informations. Ces informations revenant constitueront donc des atouts et des outils de décision. Alors, vous voyez bien que dans nos applications domestiques, et aujourd'hui, ça se poursuit dans les familles où on dit parfois « notre enfant ne va pas là-bas », mais d'un autre côté, on est prêt à l'envoyer en se disant que ça va pouvoir être un outil, un moyen de calmer, de faire la paix, mais également et surtout un moyen de pouvoir rentrer de plein pied dans la communauté, d'où on obtient des informations. Vous avez vu, beaucoup de pays occidentaux envoient des jeunes en Afrique pour les échanges académiques. Ils demandent
aux Africains, aux Asiatiques de venir en Occident pour les études. Mais à partir des informations qu'on reçoit de ces jeunes, ça donne l'idée de ce dont ont besoin ces pays pour leur investissement, pour leur développement et permet également de maîtriser leurs pratiques. De manière plus récente, et plus contemporaine, le corps de la paix des États-Unis, où tout le monde, en arrivant, les membres de ce corps, s'intéressent au social, mais avec comme premier objectif la maîtrise des pratiques sociales et du langage. Il n'est pas surprenant de voir ces gens appliquer et pratiquer nos langues en Afrique. Ce sont des habitudes, quand on les observe les unes après les autres, qui concourent à l'obtention de l'information. L'obtention de l'information, dans ce cas, devient institutionnalisée, devient légale. Il faut donc que nous puissions savoir, au-delà de ce que nous lisons dans des ouvrages domestiques, sur Internet et autres, que l'intelligence économique est la recherche de l'information au service du développement des communautés, des entreprises et des États. Mais c'est la façon la plus légale de faire de l'espionnage. Et pour bannir et pour trouver les lois, les tests et réprimer l'espionnage, il a fallu trouver un lexique pour remplacer la chose, tout comme pour le mercenariat, on a trouvé la pratique des services des sociétés militaires privées, les SMP. Monsieur Ayi, Nous allons donc, si cette notion est acquise, continuer et pour parler donc de l'intelligence économique qui va se définir de manière linéaire, de manière basique, comme étant le domaine qui s'intéresse à la recherche de l'information, de la recherche de l'information réelle et rapide, et cette information cherchée devrait pouvoir être utilisée rapidement. Une fois utilisée rapidement, devra donner des résultats et produire de l'action suite à une série d'activités d'analyse. Je voudrais aussi, dans le cadre de l'historique, dire qu'en 67, ça a été très déterminant, l'année 67 a été très déterminante pour l'Europe et notamment pour la France. En 67, il y a eu le début de l'implication des chercheurs, des universitaires dans la chose intelligente, donc dans l'intelligence économique, pour préserver les entreprises et le développement des entreprises européennes. Il y a eu donc l'installation de plusieurs commissions parlementaires, des commissions de recherche dans les universités pour déboucher à l'installation au commissariat français au plan, donc de l'installation de l'outil de l'intelligence économique, donc une cellule active, et la cellule active qui sera constituée des spécialistes du renseignement avec comme tête de pont le colonel Alain Juet. Le colonel Alain Juet, on ne pourrait pas parler en tant que francophone de ce monsieur, de l'intelligence économique sans parler de ce monsieur. Et aujourd'hui, il est classé au nombre des plus grands chefs d'entreprise, mais qui est Alain Juet, c'est le jeune officier de l'époque, parachutiste sorti de Saint-Cyr, commandant d'unité de combat tactique pour l'armée de terre, qui après a mué dans la chose du renseignement, est devenu donc un des patrons du plus grand service de contre-espionnage français, puis après se retrouve à l'École supérieure de commerce et dans le conglomérat des écoles chargées d'impulser un développement dans l'enseignement des jeunes. Et d'où vous avez une série d'écoles aujourd'hui habituellement connues pour leur savoir-faire dans la transmission du savoir
académiques et qui se retrouvent aujourd'hui donc être les pionniers et le réservoir d'où on a tiré les ressources intellectuelles pour monter l'école de guerre économique en France. Dans le même temps, nous avons eu beaucoup d'autres pays qui se sont lancés dans la chose intelligente, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Américains bien sûr, et les anciens pays du pacte de Varsovie qui ont traîné un peu des pas. Je voudrais également que nous puissions dire que l'intelligence économique a vu ces pratiques s'accélérer au lendemain de la guerre froide et surtout dans la période de la chute du mur de Berlin où on s'acheminait déjà vers la mondialisation et la globalisation et où chacun devrait donc chercher des solutions pour contrer et asseoir son économie. C'est un peu ça la partie historique de l'intelligence économique pour faire un peu court. Et nous allons avancer maintenant dans le déroulement de cet échange pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Et vous savez, nous devons insister sur la question parce qu'il se fait qu'aujourd'hui, une banalisation inconsciente se fait jour et où, de partout, vous avez des coachs. Déjà, pour ce qui est du management, les gens se sont improvisés coachs. Et à côté de cela, on voit de plus en plus des cours académiques, des cours professionnels dans le domaine de l'intelligence. L'intelligence économique ne devrait pas faire l'objet d'improvisation parce qu'il s'agit d'un outil, une fois que vous l'adoptez et que vous en avez la maîtrise, vous en arrivez à pouvoir ou vous laisser déstabiliser à travers les pratiques et la façon dont vous pratiquez votre propre connaissance de l'intelligence économique, ou bien vous devenez très dévastateur pour des partenaires et devenez mortifère pour l'adversaire. Nous allons donner donc dans la suite, parce que l'intelligence économique se compose de la recherche de l'information qui est l'objet initial. Vous avez après le traitement de l'information en temps réel très rapidement. Il sera question donc de faire de l'analyse, puis vous allez pouvoir agir à travers un outil et ainsi de suite. Pour arriver à cette étape, nous allons rapidement évoquer la grille analyse comparative des options de l'intelligence économique. Alors, les options que s'offre l'intelligence économique, c'est de faire la guerre économique. Ça se passe entre États. Vous avez donc une volonté de puissance géostratégique à affirmer et la guerre par tous les moyens, guerre avec des conflits que celui qui déclenche cette guerre économique va assumer. Alors, pour y parvenir et être efficace, vous avez le renseignement étatique qui va être le pilier de cette guerre économique. Vous avez la sécurité économique. Alors, vous avez choisi de faire de l'intelligence économique, vous avez accès à l'information, et cette information, vous l'avez traitée et vous vous rendez compte de ce que celui qui est en face de vous veut asseoir les bases de ces échanges, de ces capacités transactionnelles, de ces capacités économiques, et vous allez décider donc de faire en sorte que celui-là ne prospère pas sur le dos de vos activités. Et vous allez faire l'option de la sécurité économique. Donc, ça peut être sécurité économique entre États, ça peut être sécurité économique entre... Le micro est articulé. Sécurité communauté, entre entreprises et parfois même la sécurité économique entre familles, parce que vous avez des grandes familles, les Rothschild par exemple, les Cohen, qui sont de très grandes familles et qui mobilisent des moyens inimaginables
pour gérer leurs entreprises. Alors, au niveau de la sécurité économique, vous avez la défense des intérêts nationaux, quand c'est interétatique, la défense des intérêts familiaux, et vous avez la défense comme stratégie. Vous vous défendez en mettant en face des barrages. Vous avez après la compétitivité économique. Lorsque vous avez l'ensemble des informations et vous décidez de faire de l'intelligence économique, vous vous apprêtez à faire en sorte que vous êtes compétitif. Et je donne l'exemple des pays africains aujourd'hui qui devraient faire en sorte, n'ayant pas les moyens de faire la guerre économique directement, n'ayant pas les outils pour faire la sécurité économique, les pays africains peuvent faire en sorte d'être économiquement compétitifs avec nos matières premières. Et pour ce faire, vous avez souvent entendu parler de la question de la monnaie. Si vous avez une monnaie figée, comme ce qui est le cas aujourd'hui dans la zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, du CFA, vous ne pourrez pas être compétitif. Comment vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, notre franc était plus consistant, je dirais plus élevé que, dans le langage vulgaire, je ne suis pas monétiste, plus élevé que la monnaie, le yuan chinois. Et les Chinois bénéficient d'un modèle de régulation et ce modèle de régulation leur permet d'être compétitifs. Pour finir, vous avez le choix dans les options de l'intelligence économique. Vous avez le choix d'opter pour la diplomatie économique. La diplomatie économique, elle peut être entre États, elle peut se faire entre unités de recherche, entre entreprises. Et là, vous proposez par exemple des séjours d'échange, vous proposez des plateformes de recherche communes et sachant que l'un va prendre le lead dans les opérations terminales de votre business et l'autre va prendre la recherche initiale pour permettre que vous ne soyez pas en train de vous marcher sur les mêmes pieds. Donc, voilà un peu pour la grille d'analyse comparative des options de l'intelligence économique. Alors, nous avons des notions clés. Et ces notions clés devront nous permettre de facilement transmettre tous les paramètres sur une situation réelle et dont la manipulation va conduire à ce qu'on est dans la réalité maintenant de la pratique de l'intelligence économique. Alors, l'intelligence économique, à un moment donné, s'est intéressée, comme on l'a dit, à tous les moyens de recherche d'information. Rechercher coûte que coûte l'information, la bonne information en temps réel, la traiter en temps réel et se mettre en action. Une fois qu'on se met en action, on réussit son opération et on aboutit à une veille qu'on appelle la veille stratégique qui sera relative à ce qu'on fait. Mais le bras armé de l'intelligence économique, on l'appelle la communication stratégique. Pourquoi est-ce qu'on ne dira pas la communication économique? Parce que déjà, les exemples qu'on a apportés jusque-là nous amenaient à des moments donnés à quitter le domaine de l'intelligence économique et à embrasser un peu de tout. Je donne deux exemples. La guerre que le Nigeria a menée avec le Bénin en fermant les frontières ou la guerre que l'Union européenne mène aujourd'hui avec la Russie, ce sont beaucoup plus des conséquences de la lutte d'influence que la Russie a démarré en attaquant l'Ukraine. Et en attaquant l'Ukraine, ce n'est pas réellement de prime abord pour des questions économiques. C'est beaucoup plus pour l'influence. Et donc, à ce niveau, on ne pourra plus parler uniquement d'intelligence économique. On va vers l'intelligence stratégique. Et pour exprimer les résultats de la recherche de l'information, on met en œuvre la communication stratégique qui est l'échange, l'outil qui permet de réagir, de s'exprimer, sachant que la communication se définit tout simplement comme étant l'expression, le partage de connaissances, de sens d'humeur, de sensibilité avec l'autre. Donc, la communication stratégique va nous amener à l'approche prospective et stratégique de l'information
et des relations visant à maîtriser les ressources et contraintes externes. Donc, du bon déroulement et du bon déploiement de la communication stratégique découlera le succès de nos opérations en intelligence. Alors, la communication stratégique va avoir un certain nombre d'outils. Étant le bras armé de l'intelligence économique, on utilise en communication stratégique, au moment où on est en train de rechercher l'information, on utilise l'infiltration, on va utiliser le contournement ou la diversion, on va utiliser de l'intimidation, on va utiliser de la victimisation et on va faire de l'enrobage de l'information. L'infiltration, c'est tout simplement une façon de se retrouver dans le milieu qu'on veut explorer. Et on a donné l'exemple des familles qui envoyaient ou les forces spéciales qui y vont quand il s'agit des questions de défense, ou encore, lorsqu'on veut rentrer là-dedans, infiltrer, on organise une défection d'un collaborateur, on médiatise et le concurrent s'empresse de le récupérer. Il ira infiltrer là-bas et travailler donc à pourrir le système de l'intérieur. Vous avez le contournement ou la diversion qui consistera donc à faire un exemple dans les entreprises. Vous avez les fausses pratiques de recrutement. Donc, dans les fausses pratiques de recrutement, sachant que vous êtes l'un des meilleurs ou le top, on va vous organiser des discussions, des échanges en vous faisant croire que vous êtes appelé à occuper une position, mais les contraintes de, comment ils appellent, d'éthique font que les gens ne voudront pas vous récupérer de votre entreprise, mais lors de ces échanges, ils prendront le maximum de chez vous, quitte à ce que lors des échanges aussi, vous puissiez laisser des moyens où les traces technologiques s'occuperont du reste. Vous avez après l'intimidation, c'est ce qu'on disait, l'Union européenne qui intimide notamment une puissance tutélaire qui va influencer les pays, les anciennes colonies, ou la Russie qui influence et qui intimide tout le monde avec sa stratégie d'influence. Vous avez la victimisation où la personne qui est à la charge, qui est à l'assaut, va s'empresser de développer en communication stratégique des comportements et des expressions qui donnent l'impression qu'elle est victime. Aujourd'hui, pour tout le monde de par le monde, l'Ukraine est victime, mais on a peut-être oublié que de 2014 à 2021, il y a eu le massacre dans le silence et sous le regard vraiment désintéressé de tout le monde. On a massacré les russophones à Lugansk et dans les autres États voisins qui faisaient partie de la Grande Ukraine. Enfin, l'enrobage de l'information va consister à déployer dans une peau étrangère à l'objet, de déployer donc de la communication, de mettre en relief ou de mettre dans l'opinion une information, une tendance qu'on n'aurait pas souhaité, mais l'utiliser et voir les réactions. La taille de l'information, la taille des réactions permettra de se rendre à l'évidence de ce que l'information pourrait être avantageuse ou pas pour celui qui pratique ces outils, que notamment l'enrobage de l'information. Voilà un peu pour ce qui est des outils de communication stratégique, infiltration, contournement, intimidation, victimisation, enrobage de l'information. Et si nous sommes à ce niveau-là, vous comprenez avec nous que nous sommes en train de décliner vers une nouvelle appellation et de nouveaux domaines. L'intelligence économique qui va utiliser un certain nombre d'outils de la communication stratégique va également utiliser d'autres moyens parce qu'une fois la communication stratégique adoptée, on va affiner également l'information qu'on a reçue puisqu'on a fait de l'infiltration, on va faire de l'analyse stratégique de l'information, puis on va déployer grâce aux outils, aux canaux de communication et pour avoir la possibilité d'être en position de force, on va faire du lobbying,
donc pour faire taire éventuellement ceux qui sont plus forts. On va faire de la stratégie de présence avec, au besoin, une mise en place d'intimidation. Et on peut également user de relations partenariales pour faire en sorte que les autres partenaires puissent laisser passer l'idée qui est en train d'être mise en œuvre. Et puis, à partir de ce moment, on rentre de plein pied dans l'intelligence stratégique qui constitue aujourd'hui la pratique contemporaine de l'intelligence économique. L'intelligence stratégique va permettre d'utiliser tous les outils de l'intelligence économique, mais de s'intéresser à tous les domaines qui régissent la vie des populations, la vie des individus, des communautés, des États et des groupes d'États. Donc, les grands ensembles géostratégiques mondiaux auront affaire à l'intelligence stratégique et chacun à son niveau, à son petit niveau d'État, d'individus, de communautés. Donc, un village contre l'autre va faire de l'intelligence stratégique et cette intelligence stratégique va aller dans le sens de garantir l'indépendance ou la suprématie économique, mais également une lutte d'influence qui pourrait aller au-delà des questions culturelles, cultuelles et des questions idéologiques. C'est là la fin de ce que nous aurons souhaité comprendre, faire passer comme message aujourd'hui, que nous sommes à l'ère de l'intelligence stratégique. L'intelligence économique a disparu. Et aujourd'hui, lorsque vous adoptez la question de l'intelligence qui est le renseignement, mais officiel, l'intelligence économique, je vous l'avais dit plus haut, on l'a utilisée pour effacer la notion d'espionnage qui n'était pas admissible et qui est finalement cataloguée, répréhensible et, comment dirais-je, prévu pour être puni par les différentes lois, les codes et autres. On a voulu donc donner un caractère éthique. Et d'ailleurs, c'est ça la définition de l'intelligence économique, recherche de l'information dans un cadre formel, formalisé, éthique. Mais en réalité, il n'en est point question. Il faut toujours continuer en utilisant tous les moyens. Et aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle en intelligence stratégique qui prend le relais de l'intelligence économique, qui elle-même est la fille de l'espionnage des temps anciens. Donc aujourd'hui, en intelligence économique, l'on utilise des équipements spéciaux. Alors, un exemple pour montrer comment la veille stratégique dans l'utilisation de l'intelligence économique, qui, je le répète, est aujourd'hui dans son application en réalité de l'intelligence stratégique. Vous allez donc cibler des besoins. Vous allez, en ciblant des besoins, identifier les acteurs. Vous récoltez l'information, vous analysez les données et vous allez les diffuser pour agir. Pour diffuser et agir, pour analyser les données, récolter les informations, identifier les acteurs, cibler, vous avez les outils de la communication stratégique qui constituent l'arme redoutable, l'arme fatale que les gens, les organisations mettent en œuvre. Et aujourd'hui, vous les avez, ces structures d'intelligence économique muées en intelligence stratégique pour élargir le plateau d'action. Ces structures sont dans les entreprises, dans les unités de combat, dans les armées, mais également, vous avez beaucoup de cabinets d'ingénierie financière aujourd'hui, des cabinets de communication, ils les appellent cabinets de management, qui donc jouent ce rôle avec en leur sein des spécialistes de la recherche de l'information, des spécialistes de la gestion de l'information, des spécialistes action, défense, action économique, action militaire, etc. Un gros exemple, un exemple très intéressant, vous avez deux grandes entreprises qui veulent se faire la compétition et on décide sur quel axe.
Est-ce qu'il faut simplement affaiblir sur une gamme de produits ou bien il faut effacer l'entreprise? Pour effacer l'entreprise, on peut aller jusqu'à récupérer l'idole ou la personne qui fait le prestige de l'entreprise ciblée et lui coller un certain nombre de bavures. Et ces bavures vont faire en sorte que lorsque vous êtes des habitués de la surveillance ou du suivi des grandes entreprises, vous allez voir les valeurs actives et actifs baisser au niveau de la bourse. Et ça, c'est fréquent aujourd'hui. Vous vous rendrez compte également lors des élections présidentielles en Occident, c'est ce qui se passe le plus en France aujourd'hui. Vous avez tout de suite des gens qui sortent des dossiers. Et aujourd'hui, la mode, c'est de toucher les gens par la question des harcèlements sexuels. Vous avez également la question des fraudes fiscales qui reviennent souvent ou des mauvaises manœuvres financières, comme l'ancien candidat François Fillon l'a subi en Europe. En Afrique, aujourd'hui, la question revient souvent. Vous avez vu, face aux différentes jeunes qui se succèdent, on dit, connaissant réellement le problème des pays africains, on fait fi de ce qui s'est passé. On dit qu'il faut aller aux élections. Il y a un pays où on s'est rendu compte que les élections ont coûté 400 milliards. Je ne vais pas l'évoquer ici, 400 milliards d'élections. On nous demande de repartir aux élections, alors qu'en fait, les cellules d'analyse stratégique des pays dont il est question, des pays qui veulent maintenir l'ordre en statu quo, ils veulent qu'on aille aux élections parce qu'ils savent que les forces en présence, ceux qui sont sortis des élections il y a 2-3 ans, ont encore sur le terrain des traces, et les traces, ils ont les moyens de la corruption parce qu'ils ont géré les pouvoirs qui ont été démis. Donc, en se disant, les militaires lâchent le pouvoir, ils savent que les mêmes reviennent et eux, leurs contrats juteux sont là parce que certains ministres, certains membres de gouvernement sont dans la vie privée des acteurs représentants de ces puissances tutélaires qui font de grosses recettes sur le dos des Africains. Vous avez peut-être su, avec un petit exemple de ressources naturelles minières en Guinée, où, je ne veux pas entrer dans les détails, mais où on s'est rendu compte qu'il y a eu pratiquement 4200 milliards de dollars de ventes et le trésor public n'a pas trace de plus de 200 millions de dollars. Et là encore, les 200 millions de dollars dont on a les traces ne sont pas dans les caisses. Et en remontant, on s'est rendu compte de ce que c'était sorti du pays pour le motif de vouloir fournir des équipements de défense. Ces équipements de défense, en remontant, on se rend compte que c'est une société offshore qui a été, ou du moins qui est gérée par le fils d'un ministre, d'un membre influent du gouvernement de la puissance tutélaire, je vais bien dire, qui, en retour, se fait le défenseur zélé du retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc, en réalité, ce qui a été établi, c'est que plus vite on va aux élections, plus vite on réinstalle le système que l'international avait entre ses mains et plus vite on fait couler les États africains. Ce n'est pas une question idéologique, mais là on est dans une action de défense tactique où l'économie se mêle à la chose. Et là où elle devient stratégique, c'est que l'argent pour fournir les armes n'ira jamais acheter les armes ne reviendraient jamais. Et donc, la menace des assaillants sera là. Et si la menace est là, vous êtes obligé de faire intervenir des forces, des puissances étrangères. Et ces puissances étrangères vont faire patiner. Et de patinage en errement, on restera dans le statu quo. Ce sont là donc des exemples de la chose stratégique qu'on développe en intelligence stratégique. Alors, je parlais de ces cabinets. Ces cabinets, en matière aujourd'hui d'intelligence économique, mieux en intelligence stratégique, ces cabinets vont vous offrir des travaux
des services, e-réputation, donc une autorité économique ou politique dont on va refaire la réputation, puisque en face de vous, les cabinets de la même trempe vont être en train de salir votre réputation pour obtenir le positionnement d'autres personnes ou d'autres activités ou pouvoir vous faire du chantage. Vous avez également, aujourd'hui, avec la conjoncture économique, vous avez un suivi de la conjoncture économique, un suivi de l'économie et de la chose industrielle et les indicateurs avancés. Ensuite, vous avez la géopolitique, dont les gens sont des spécialistes dans ces cabinets, la gestion de crise avec l'utilisation de moyens nouveaux, performants en communication stratégique, la veille technologique, la surveillance des brevets, les techniques d'influence, les manipulations sur les marchés internationaux, marché de l'armement, marché de la diplomatie et le marché économique. Et vous avez la désinformation qui va être la conséquence d'une ruine économique savamment orchestrée. Vous avez la veille sur Internet, qui est une autre activité, et vous avez le lobbying, qui constitue une activité aujourd'hui prisée par l'emploi et l'utilisation de l'intelligence économique. J'insiste, depuis un moment, je parle, je juxtapose l'intelligence économique et l'intelligence stratégique. Le cas du lobbying, aujourd'hui, l'Ukraine a choisi le pays le plus apte à faire du lobbying pour faire cesser la guerre. C'est l'État d'Israël, dont la puissance de dissuasion nucléaire est là. Petit État de 12 à 14 millions d'habitants, mais qui ne peut pas se faire attaquer. Mais un pays assez proche de la Russie, à raison de l'effectif du lobby juif, et en Ukraine également. Vous savez que le président qui est là actuellement, le chef de la Jeune qui combat, est également un, comment dirais-je, d'origine juive, avec une forte présence d'entreprises de la technologie, de la high-tech, de la nation start-up qu'est Israël. Voilà donc, dans ces cellules de veille, les activités qui peuvent être conduites et qui peuvent être opérées. Et ça devrait nous donner des exemples et des idées pour asseoir cela dans nos pays. Alors, l'intelligence économique en pratique dans notre environnement quotidien, parce que là, on a parlé des plus gros ensembles, mais dans nos milieux quotidiens, dans nos milieux proches, dans notre environnement, on devrait pouvoir ramener l'activité de ces cabinets au sein de nos entreprises, au sein des familles ou au sein de nos regroupements et faire en sorte que l'activité économique puisse être monitorée, suivie, organisée et déployée. Et là, on parle du sous-emploi, par exemple, ou on parle du chômage des jeunes. En fait, lorsque chacun se décide à investir ou à entreprendre, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on est en face d'une administration qui promeut et qui fait vraiment comment dirais-je, qui offre des opportunités à l'entrepreneuriat, mais qui ferme la porte juste après elle. À telle enseigne que ceux qui font l'entrepreneuriat, on ne leur donne pas les outils à diversifier. Tout le monde vient avec la même idée. Tout le monde veut copier ce qui marche. Et dans nos pays, c'est qui achète et vend. On ne cherche plus à qui on va vendre. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs années dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Et si nous enseignons réellement la réflexion stratégique, nous verrons qu'avec le Nigeria, frontières ouvertes ou fermées, il y a des choses qui partent là-bas. Mais au lieu que les acteurs soient locaux au niveau du Bénin, les acteurs locaux ont démissionné ou sont complètement en marge de tout ça. Et ce sont donc des organisations qui viennent du Nigeria chercher, ramènent au Nigeria, tout en désorganisant ce qui se passe localement dans notre pays. Et il s'avère qu'on irait de plus en plus vers la dérive et vers le délitement de ces organisations. L'exemple d'une des filières, c'est l'huile de palmiste. Et vous avez également
le Gari. Le Gari, aujourd'hui, une fois transféré au Nigeria, va rentrer dans la formulation de plusieurs autres produits dont la plus-value devient exorbitante. Vous avez donc un produit que vous prenez à 10 francs et là-bas, sur l'application technologique, les gens font passer de 10 francs et vont vendre à 260, 280. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ces chiffres et donc de l'écart. Il est donc indispensable que dans des États responsables, dans nos communautés responsables, nous soyons responsables de notre environnement, ce qui nous amène vers la responsabilité sociétale, que nous fassions en sorte de combattre les péjorations climatiques, donc en nous mettant résolument dans le développement durable, mais aussi et surtout de faire en sorte de ne pas être des individus qui produisent beaucoup de sueur et de ne pas pouvoir en profiter. Voilà donc à ce niveau la pratique, une idée de la pratique environnementale. Nous n'avons pas assez de temps parce qu'il aurait fallu donner des exemples beaucoup plus édifiants. Et je pense que si les organisateurs et la partie technique nous en donnaient l'occasion, on pourrait donc asseoir un échange, organiser un échange avec la possibilité de passer en revue beaucoup de cas à étudier, à échanger. Et nous verrons que l'intelligence économique est une aubaine pour nos pays parce que les pays développés, les dragons et les superpuissances en ont fait un outil. Vous serez surpris de savoir que là où naïvement, aujourd'hui, on est à 1 an des élections au Bénin et tout ce qu'il y a comme décideurs préfèrent plutôt parader dans les journaux, dont la une et dont la ligne éditoriale ne permet pas aux non-politiques d'exprimer une politique de développement. Parce que je dis que ceux qui font la politique au niveau intermédiaire ne sont pas en train de travailler pour le développement. Et à partir de ce constat, il faut que nous puissions utiliser tout ce dont on dispose. Hein? Les médias sociaux et autres, on y voit beaucoup plus d'actualités insipides, des questions de mœurs, dont on fait la promotion de mauvaises mœurs, de mauvaises pratiques, que d'utiliser l'intelligence stratégique. Un exemple, tout petit exemple, hein, je demande vraiment l'indulgence de la partie technique. Vous avez aujourd'hui tous les efforts que les gouvernements africains d'ailleurs, l'UEMOA, sont en train de faire pour passer de la théorie, de l'enseignement théorique à l'enseignement technologique pratique. Mais le fait de choisir une cadence et un parcours ne nous assure de rien du tout. Parce que nos petits pays, que nous estimons petits ici, mais qui nous sont chers, ont des tablettes dans des salles d'analyse stratégique à Washington, à New York, à Montréal, à Kuala Lumpur, où vous avez la petite table et l'expert qui est là comprend, il est venu peut-être ou jamais venu en Afrique de l'Ouest, il comprend le Nigeria, le Hausa, le Fon, le Mina, le Ewe, et le Pula. Il est capable de déterminer et de lire la plupart des informations sur les médias sociaux ou les revues de gazettes envoyées par les ambassades partenaires de l'ère géographique pour décrypter ce qui se passe dans ces pays-là. Là également, c'est de l'activité qui relève de l'exercice dans les cabinets d'analyse stratégique. Chers amis, nous avons empiété un peu sur le temps. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir eu les mots et la pédagogie qu'il faut pour faire passer l'information, mais nous osons croire que déjà la nuance entre l'intelligence économique qui prolifère et qui… On ne peut pas, par exemple, on voit dans la circulation aujourd'hui l'information intelligence économique et stratégie de défense. La stratégie de défense aujourd'hui est installée au cœur de l'intelligence économique. Et il faut qu'on le dise pour qu'au plus petit niveau de nos communautés, les gens comprennent. Ce n'est pas parce qu'une université
ou un empire de gens ayant les moyens le disent qu'il faille accepter. Voilà un peu, nous avons beaucoup à gagner en échangeant sur ces pistes, parce qu'après, on fera de l'intelligence économique appliquée à tous les secteurs, tous les domaines d'activité qui préoccupent nos communautés. La question du chômage doit faire l'objet d'analyses stratégiques passer au peigne fin, les questions de sécurité, etc., les délitements sociaux. Voilà. Merci pour votre attention. Je crois que vous avez des questions à poser. Vous avez probablement des ajouts à faire, des suggestions. Nous allons donc les prendre et apporter pour les prochains séminaires, parce que très bientôt, nous allons vous inviter pour une autre série de séminaires. Le staff va pouvoir contacter et nous allons voir, par exemple, l'application, ou du moins l'utilisation de l'intelligence stratégique en période de crise politique pour désarticuler, pour ramener la balle à terre. On l'a fait, on la met en place de telle façon que les plus forts et les plus faibles se retrouveront presque au même niveau. Mais pour ce faire, il faut forcément des gens neutres. Merci de votre attention. Merci, professeur. Monsieur Ayi. I will let the floor to Mrs. Rosine just for the English-speaking people to wrap it up in very few minutes. Okay, thank you, Mr. Romaric. Thank you, Mr. Ayi. Hopefully, the English people will go to the Egypt Africa website to have the, I would say, the documentation with more detail. But to summarize, I would say that it started in 1967 till today, and it's something that you can do with comparison with what you analyze, and then you have some steps you need to follow. So you have the detail in the documentation we will send to you later. And then you use the information. It uses information and communication with main 5 tool. And I say it again, to find this main 5 tool you reach in the communication, go back to the documentation. And then the use of this strategic intelligence, you have the use of strategic intelligence. You can use it with you have the partnership relation. You have the presence strategy, the lobbying. Again, you can see on your screen, you have more detail if you go to the documentation we send you with the video, because we don't have time. And then you have 5 main techniques that you have to use to be successful. You need to target the need. You need to identify the actor. You need to collect the information. You need to analyze the data and then share the information and act. And then that means that you have your strategy, and this one can be daily. You can use it daily. You can use it for your company. And he was saying that if they say that the CEO of a company is sick or die, you can see that the share on the share market, on the market, the share of this company, the value can drop. Or if they say that they got a good CEO, the value can go up. And is a tool that you can, he gives some example between what's going on today in Europe, what's going on in Africa, with the different crises in Africa and Europe, let's say the different crises in the world. He gives some example, and he talked about the importance of whatever we are doing in Africa, that economic side of the strategy. So to say that is something very important for you, and that he suggests maybe we work on it and you have more seminar about this important subject. So for more information, make sure that when we finish,
you put your contact and whatever we need to contact you to let you know if you have another seminar or how you can have access to this practice. As I told you at the beginning, is very important. Thank you. Now we are doing with the question and answer. Oui, donc nous allons passer aux questions des participants, questions que nous avons déjà reçues. Monsieur Aïe, est-ce que vous pouvez reprendre le micro? OK. Oui, parfait. Donc, avant de rentrer dans des questions très précises, déjà, est-ce que vous pouvez nous résumer encore en une minute l'intérêt de telle conférence? Parce que finalement, beaucoup de gens posaient cette question. euh, Pourquoi faire une conférence aujourd'hui? Vous l'avez déjà Oui. dit en long en large, mais voilà. Pourquoi une conférence sur l'intelligence économique? Oui, merci. Une conférence sur l'intelligence économique parce que nous voulons d'abord et souhaitons, comme plusieurs autres collègues de la communauté de l'utilisation de ces outils, de pouvoir démocratiser parce qu'il y a une mystification autour. La mystification génère de la miscommunication, donc de la mauvaise diffusion de l'information sur la question. Il y a de l'improvisation magicienne et magistralement orchestrée même par des universités de très grande réputation, parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Donc, il faut forcément démocratiser et puis, enfin, faire en sorte que le maximum de gens comprennent la chose. Et une fois qu'on a compris la chose, on pourrait être en mesure de se faire épargner de situations désastreuses pour les États, pour les entreprises et surtout aussi pour les individus. Voilà, il est clair que plus les gens sauront de quoi il s'agit, moins ils seront naïfs, mieux les plus outillés et les plus aptes pourront s'y mettre parce qu'inévitablement, c'est un outil de développement. Il n'y a rien à faire. Très bien. Mrs. Roslyn, thank you, Mr. Aye. Okay, so he was asked why is it important today to know what we are talking about, and he answered that it's very important today to know and make the difference because some big university, trying to give the wrong information sometime. So it's very important for us today to know the right information, and we will try to give you the right information and try to give you whatever you need to make your own research and get the right information you need for your daily strategy, I would say. Thank you. All right, thank you, Mrs. Roslyn. Mr. Aye, I will ask the question in English, but you have it in French. I will try to sum up all the questions related to national scales. What is the situation of business intelligence today in Benin? What are the assets of Benin faced to other African countries, and how do we use business intelligence in Benin to foster our development? You can. Okay. Thank you. Let me give you answer in French because of my English is not fluent enough. Donc, je dirais que aujourd'hui, la situation de l'intelligence économique par rapport au Bénin, elle est inexistante au regard des pratiques officielles, mais elle est une réalité au niveau de chacun, c'est-à-dire que l'institutionnel, les administrations, les individus, les communautés déploient, mais de manière inconsciente. C'est la prise de conscience et l'utilisation ordonnée et organisée qui permettrait donc de réussir la chose. Et il n'est pas question que quelques doués seulement s'y mettent et pensent pouvoir réussir des changements qualitatifs et quantitatifs. Il faut donc que la chose soit partagée dans les enseignements, dans les ateliers, dans les séminaires,
mais partager pas pour l'instrumentaliser. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu un jeu d'enfant où on donne des diplômes, des masters internationaux, des masters, des doctorats en intelligence économique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ça n'apporte que de la théorie. Aujourd'hui, on a dépassé la théorie et ces théoriciens, je donne le petit exemple. Aujourd'hui, au niveau de la théorie, qu'est-ce que ces praticiens ont amené aujourd'hui à l'Afrique et au Bénin, notamment dans la bataille contre la pandémie de la COVID-19? Inexpressif, inexistant. Et pourtant, vous voyez le nombre de gens qui, tous les jours, tous les ans, alors parfois même on utilise ça complètement rabais et on fait de la littérature, les pensées des différents stratèges en matière d'intelligence, on les allie et puis on dit, bon, c'est ça. Ce n'est pas ça, c'est la prise de conscience dans la communauté. Et une fois qu'il y a la prise de conscience, vous utilisez les artifices et vous voyez que vous avez des retours réels. C'est un peu ça. Alors, par rapport aux autres pays de la sous-région, je dois également dire que le Bénin, en réalité, utilise des approches diplomatiques et stratégiques, utilise des réflexes que des autorités au sommet de l'État savent bien utiliser, et puis quelques groupes de réflexion. Mais en réalité, la chose doit être savamment orchestrée. Et je vais vous dire, quand on passe à l'intelligence stratégique, le spécialiste de l'intelligence stratégique, le cabinet qui s'en occupe, devient comme un devin. On est capable, à 2% près d'erreur, de dire ce qui va se passer dans une situation donnée. On est capable de dire, écoutez, on a tout fait, mais on a 98% de chances de ne pas y parvenir, sachant que les 2% sont laissés à la volonté du créateur. Donc, c'est ce que je peux vous dire. On n'en est pas encore là et on ne l'applique pas par rapport à nos amis, aux pays voisins, à nos frères de la sous-région et encore moins aux autres États africains. Mais des règles diplomatiques sont utilisées. Les règles diplomatiques sont utilisées, facilitation pour les passeports, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a après cela? On n'a pas su tirer le maximum de cela. Merci. Okay, so he answered to the question about the business intelligence mainly in Benin and in Africa. And he said that officially they're not doing that much. They use mainly the diplomatic tool, but he thinks that if you have the right tool and you use it perfectly, you get wonderful results. And you may say what will happen or what happened with at 98%. So if I want to summarize what I would say, and he said we need that one in Africa. Some African countries are trying to get whatever they need to use this tool, but we need to have this tool and use it properly. Thank you. All right, thank you. And if I may add to answer another question about how Benin can position with business intelligence face to giant Nigeria, for example, we use diplomatic techniques, but there is avenues to use more other tools. Donc, si je peux compléter et répondre à une autre des questions concernant les capacités d'intelligence économique du Bénin face à son voisin Nigeria, on l'a vu dans ce qui s'est passé précédemment, la voie diplomatique a été savamment utilisée pour éviter une escalade de la situation. Et donc, c'est une voie qu'on peut là, mais on devra utiliser d'autres capacités, les développer pour pouvoir les utiliser. Voilà, Monsieur Ayi, j'espère que je n'ai pas trahi votre pensée. Je vais sauter à l'échelle continentale et internationale pour vous demander sur des sujets très thématiques comme le secteur portuaire,
comme l'utilisation des actifs naturels que vous avez mentionné tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut, se servir de la grille d'intelligence économique pour analyser et renforcer ces secteurs ou ces leviers-là? Ah, merci. Je n'ai pas bien cerné la question. J'ai l'impression qu'il y a un dédoublement de questions là. Par rapport au domaine portuaire, je n'ai pas bien Oui, en compris. fait, j'aimerais que vous nous résumiez en fait la situation de l'intelligence économique avec des infrastructures comme les ports. Et donc, partant de là, aussi, comment est-ce que l'Afrique peut s'appuyer sur ses actifs naturels comme levier pour équilibrer les rapports de force géopolitiques? Il y a plusieurs questions en une, mais c'est parce qu'on essaye de regrouper les questions aux échelles les participants posés. OK. OK. Alors, déjà, par rapport au port autonome de Cotonou, je dirais que la mondialisation a obligé à installer des quais gérés par des sociétés multinationales. La gestion du port également est aux mains d'un consortium belge. Et c'est vrai que le gouvernement garde de manière stratégique la main au niveau du conseil d'administration et et en back-office. Seulement que le port autonome est également une frontière dont l'utilisation, dont la surveillance et dont l'organisation, l'activité quotidienne doit faire l'objet de réflexions où autant ça fait rentrer des moyens, autant ça devrait être un site considéré comme habilité défense nationale. Le moins d'assaut, le moins de sabotage par le port autonome de Cotonou peut être fatal. Quelles sont les dispositions qui sont prises d'une part? De l'autre, vous savez que les ports du Nigeria sont hyper saturés et avec leur avance en matière d'errement administratif, il aurait fallu donc qu'on accélère, qu'on améliore ici et qu'au lieu de gagner 2 francs sur 1000 marchandises, qu'on essaie de gagner 1 franc sur 10 000 marchandises. C'est un peu ce que le gouvernement avait voulu faire en voulant copier sur Singapour, mais où il y a eu complètement la dérive. Et je pense plutôt que ce qui se passe aujourd'hui fait l'objet de... Ce sont des tests, peut-être des tests qui sont un peu lents. Et comme je vous le disais, en intelligence stratégique, on réfléchit vite, on analyse vite, on réagit vite. Et quand c'est bon, on continue. Quand ce n'est pas bon, on regresse et on y va plus fort. Aujourd'hui, je pense que l'usage des outils de l'intelligence stratégique ne nous permet pas encore de nous affirmer. Et d'ailleurs, le port de Dakar et le port de Cotonou, le port de Lomé ont accusé des coûts réels. J'attends d'avoir le contraire, mais des coûts réels sur le volume d'affaires, d'échanges avec les pays de l'interland. Parce que nous avons de manière officielle affiché une position qui nous a été, je ne dirais pas dictée, mais commanditée un peu d'où vous savez, en dehors de notre sous-région. Ceux-là n'appliquent pas parce que les compagnies aériennes continuent à faire du cargo en direction de Bamako, par exemple. Et nous allons donc faire en sorte que le port soit beaucoup plus une affaire d'entrée de sous, mais il y a une image de représentation de notre image nationale, image Bénin et infrastructure, habilité, défense nationale. J'ai l'impression qu'au port, les Béninois ont moins le vent en poupe, ou du moins ça, se sentent moins bien chez eux que les étrangers. Et là également, ça pose un autre problème sur lequel on pourra nous étendre après.
Okay. To summarize what he just said, he said that the port activity in Africa, especially in Benin, have to be seen the economic side and the defense side. And for that one, he's saying that many of the country have their activity decreased, while a country like Nigeria, he have his activity overbooked. And he said, to summarize, that we need to work on that one to make, how will I say, to make the port more profitable and avoid the other one that everybody uses as a tool against our economy. Thank you. All right, thank you. Monsieur Ayi, on va sans doute clore. Plusieurs autres questions sont venues qui ne sont pas affichées là sur la question de la formation, la question de spécialisation. Vous avez bien mis en garde contre le fait de ne pas chercher à avoir une formation théorique sur la question. Voilà, pour les gens qui veulent se former, pour les gens qui veulent qui veulent renforcer leur expertise, qu'est-ce que vous leur conseillez? Et pendant que vous parlez, je vais lancer un sondage également pour recueillir l'avis des participants. OK, merci. Alors, déjà, une première chose qu'il est convenable de retenir, c'est que l'intelligence stratégique aujourd'hui, qui reprend donc la main à l'intelligence économique, est une discipline complètement transversale. Il faut forcément être venu d'une pratique disciplinaire d'un domaine de formation et d'activité et ne pas croire que l'intelligence stratégique est à elle seule un gros domaine de spécialisation et d'activité. Il faut forcément, elle est transversale et va utiliser toutes les connaissances, tous les domaines de connaissances et d'apprentissage. Aucune spécialité, aucune filière initiale ne sera de trop. C'est pour ça, justement, que dans les cabinets, on prend tout le monde, les sciences sociales, philosophie, anthropologie, sociologie, on prend les linguistes, les analystes du langage, on prend les mathématiciens, les physiciens, les sciences et technologies, tout le monde se retrouve. Et également, nous étions en train de dire qu'il faille se méfier de la prolifération parce que même en Europe, aujourd'hui, on délivre des certificats où c'est ce qu'il y a dans le livre, ce que vous voyez sur Wikipédia, ce que vous trouvez sur Internet, qui est une agrégation de réflexion, de tests et d'orientation. Alors qu'aujourd'hui, c'est une discipline, il s'agit d'une discipline pratique. Il faut toucher à des équipements, à du matériel, à des exemples. Et de tout ça, il faut donc aboutir à des preuves et à des résultats tangibles. L'intelligence stratégique, c'est au service du mal, mais l'intelligence stratégique peut ramener la paix, la compétitivité et le succès économique, à n'en point douter. C'est dans ces investigations que les analyses des forces et faiblesses se retrouvent et très rapidement pouvoir identifier dans la communauté même, y a-t-il pas des sources d'inertie, y a-t-il pas des sources de malfaisance, il n'y a pas de frais, voilà, et à partir de là, on peut aller très vite. Et donc, chacun dans son domaine pourrait savoir de quoi il s'agit. Pourquoi un État va mettre des milliards? Donc, pour dire, bon, on forme des activités génératrices de revenus et on met tout le monde sur une activité où on sait que les gens n'ont pas la technicité, ils n'ont que l'art du mélange. C'est arrivé ici il y a quelques années où l'État a fait mettre des fonds à disposition
Et puis on dit, on apprend à tout le monde à faire des laves carreaux. Mais ça arrangeait beaucoup les industriels qui n'étaient pas dans le domaine et qui n'étaient même pas dans le pays, qui n'étaient pas partie prenante. Ceux-là se sont dit, bon, c'est une aubaine. Et ils ont fait mettre sur tous les réseaux sociaux et sur Internet des techniques de mélange de l'eau, 2 ou 3 solvants, et puis ça y est, on retrouve le lave-tarot. Les gens se sont jetés là-dedans, tout le monde s'est approvisionné. Je ne voudrais même pas parler des shampoings, des aérosols. Et donc, tout est là. Et puis, et là, ça s'amplifie. C'est comme le graphisme. Les gens ne veulent plus aller à l'école. Au lieu d'aller dans les écoles de commerce, au lieu d'aller dans les écoles de communication, tout le monde devient graphiste en oubliant qu'il faut des règles d'informatique, des notions de programmation et il faut un certain nombre de choses. Alors, ils vont nous dire non, non, ce n'est pas vrai. Mais là, ils vont faire donner le bon rôle à ceux qui sont spécialisés dans la connexion d'interfaces et de programmes. Ce sont ceux-là qui vont leur vendre les programmes et ils sont les marmitons, un peu comme les fabricants de sirop qui ne savent que mettre du sucre, de l'eau et tout au feu et ils mettent des étiquettes. Les règles d'étiquetage, elles sont là, si bien que celui qui sait faire le sirop, par exemple, et qui est doté de savoir-faire stratégique, va couler le concurrent. Je ne vais pas donner d'exemple ici, mais il y a 1 ou 2 exemples. Vous les mettez et puis tous les noms habituels, les noms professionnels, ils ont beau avoir les milliards, ils vont dégringoler. Et une fois, ils vont dégringoler plus facilement encore si on mettait à la disposition de tout le monde les notions et les questions d'intelligence stratégique. Parce que, comme je vous le disais, ces connaissances balaient tous les domaines et plus vous avez un savoir à faire et un savoir, vous arrivez à transcender et à être efficace dans ce que vous remettez. Aujourd'hui, c'est d'autant plus une question que dans les universités, on se demande s'il faille classer ça dans les sciences du management ou s'il faille mettre ça dans les sciences et technologies en les accrochant aux technologies de la communication et de l'information. Et d'autres se demandent s'il ne faut pas les mettre dans les centres d'études diplomatiques et stratégiques. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse, comme contribution. Merci. Okay, if I have to summarize, you just say what we saying from the beginning, that the important thing to know here is not to have the theoretical part of it. You need the theoretical, but you need the practical part of it. So as he was saying, and I know that the university usually insists on theory, but insists more on the practical aspect of whatever you are learning there. Because if you go through the theory, like he said, here you won't be successful. To be successful, you need the practical part of it. And he gives some example. We don't have time now to talk about it. So I would advise you to go on the university website to have more detail about it. Thank you. Merci beaucoup, Red. Thank you a lot. I will end the poll and show the result to everyone. So, according to you, dear participant, business intelligence is very important for the 2/3 of you and important for the other one. And so we think we also have this feeling, and that is why we will continue uh, to to put more effort to disseminate information about it. So, donc merci beaucoup à tous pour vos votes. Comme on peut le voir à l'écran, pour 2/3 d'entre vous, la question de l'intelligence économique est très importante et pour le tiers restant, ça reste important. Et donc,
ça montre l'importance et l'intérêt de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons continuer à, comme M. Ali l'a dit, à donner des informations et des clés de compréhension euh, au maximum d'entre vous pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres. Euh, Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Monsieur Aïe pour conclure. euh, et voilà. Merci, M. Romaric. Je voudrais dire ma reconnaissance à ceux qui ont cru à la nécessité de se mettre avec nous, de se joindre à nous cet après-midi pour parler de la chose intelligente. Je voudrais remercier toute l'équipe d'appui, Mme Roselyne, M. Romaric, vous-même et toute l'équipe technique de Cotonou. Je pense que je souhaite que nous ayons dans les jours, les semaines à venir, d'autres occasions et suggère que le laboratoire d'analyse stratégique de l'African University of Management, le partenaire de l'université IRGEB Africa, puisse proposer et mettre en route un programme de qualification pour des consultants et pourquoi pas des experts en analyse stratégique et que, comme nous le disions tous et le souhaitions, que cette discipline prospère et amène à des résultats visibles et positifs. Je remercie tout le monde et à très bientôt. Jai, merci. So he was saying that he thanked everybody, and hopefully we have, I would say, some degree for this, for the business intelligence, and we have some certificate too with our partner, the African University of Management, and I would say with some other partner around the world, to make sure that you have the right skill, the right knowledge about this important thing. So we thank you for for attending to this e-seminar, and hopefully we'll see you in many other ones to give you more information about all that. So I'll give the floor to Monsieur, to Romaric or Mr. Ayi to conclude this seminar. And I'll tell you that at the end you have a survey, and make sure you fill the survey, make sure you give your information so that we can contact you to tell you the next e-seminar coming. And I know that I'll beg Mr. Ayi, who is very, very busy, to give us the opportunity to talk about this important subject again. Thank you. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Donc, nous allons terminer sur cette note-là. Comme vous le voyez à l'écran, l'Université Egypt Africa développe un certificat en intelligence et analyse stratégique. Donc, vous pouvez vous connecter sur le lien qui est affiché et que vous avez reçu par ailleurs pour en savoir plus. Et so, thank you all again for your attendance today. As you can see on screen, and to Mr. Ayi words, the Africa University is developing a certificate in business intelligence, and so you can connect online to have more information on. Donc, professeur Ayi, pour conclure. Merci. Je remercie encore une fois pour toutes chacun. Et puis, je pense que à l'occasion de l'organisation de ces certificats,
nous pourrons également être au rendez-vous et faire en sorte que la chose intelligente et la chose stratégique soient les mieux partagées. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Mon micro était coupé, donc je disais rapidement que l'université a cette formation sur l'intelligence et l'analyse stratégique. Donc, connectez-vous sur le site pour pouvoir en savoir plus. Sorry, my mic was muted. I was saying that we have a certification course in intelligent and strategic analysis. So please connect, leave your information on the contact form of the website, and we will give you more details. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Désolé pour certains problèmes techniques que nous avons pu expérimenter aujourd'hui. C'est à la faveur du direct. Thank you all, and we apologize again for all the technical problem we experienced today. This is the live, and we have to cope with it. And as Mrs. Rosin said, just after this e-seminar, you will have a survey. Please let us know your experience for this e-seminar, and we will make our best to improve the next coming one. Donc, merci encore. Comme Madame Rosine l'a dit, vous avez une enquête de satisfaction qui vous sera soumise dans votre navigateur à la fin dès que la réunion sera terminée. Donc, laissez-nous votre opinion sur ce séminaire que vous avez suivi afin que nous faisions mieux pour pouvoir améliorer les prochaines éditions. Bon après-midi, bonne matinée, où que vous soyez et à bientôt. Have a good afternoon or good day wherever you are and see you soon.